Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce 33e meet-up de la French Tech Strasbourg. Alors vous êtes en ce moment 37, le chiffre remonte, ça continue à arriver. C'est pas grave, il y a l'intro, elle sert à ça. Et puis de toute façon, cette séance sera intégralement enregistrée, sauf toute cette partie d'intro qui était un peu où on discute du bout de gras. Et donc vous pourrez retrouver tout cela très prochainement en ligne. Donc on est cool. Donc, en tout cas, ravi de vous retrouver aujourd'hui à distance, naturellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rémi Perla, fondateur d'Epopia. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Et aussi membre du bureau d'Alsace Digital et membre du board de la communauté French Tech Strasbourg. Et donc, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce meet-up sur la mise en place d'OKR pour l'idée son équipe et son entreprise. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on démarre en se demandant, mais en fait, qui c'est qui fait tout ça et pourquoi? Donc, ce meet-up vous est proposé par la French Tech Strasbourg, qui est la communauté des startups, start-upers, start-upeuses, entrepreneurs de la région autour de Strasbourg et Strasbourg comprise, qui organise plein de choses et qui essaye justement de créer un écosystème vertueux autour de l'entrepreneuriat et des startups. Et donc, notamment dans tout ce qu'on va organiser, il va y avoir des Demo Nights, des Meetups, le Founders Club, mais je vais vous détailler ça tout de suite. Alors déjà, il y a beaucoup de startups déjà qui sont membres, mais ce n'est que le début parce que l'écosystème est encore plus large que ça. Et donc, on est en train d'élargir le scope de la communauté pour vraiment pouvoir y intégrer tout le monde. Mais il y a déjà pas mal de startups dans la boucle. Vous devez en connaître quelques-unes ici. Et pour certains des participants, ils se retrouvent. On organise notamment des Demo Nights 2 fois par an dans lesquels on fait rentrer de nouvelles startups. Et il y en avait une il y a un mois qui avait lieu à la région et on a fait rentrer 5 nouvelles startups dans le groupe. On organise également des meet-up publics, comme aujourd'hui ce soir. Si vous ne savez pas qu'on organise des meet-up et que vous êtes là, c'est bizarre, donc vous le savez. Ce qui est intéressant par contre et que vous ne savez peut-être pas, c'est que la plupart de ces meet-up, enfin ils sont tous enregistrés, mais la plupart, on a réussi à garder la vidéo. Et donc, ils sont publiés sur le site de la French Tech, donc frenchtechstrasbourg.com. Il y a un article où vous retrouvez tous les meet-up qu'on a encore en vidéo. Et donc, vous pouvez revoir certains très mythiques, hyper intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller. Je vous remets le lien qui était là, frenchtechstrasbourg.com. Vous pouvez aller sur le site et retrouver notamment des anciens meet-up et bientôt celui-là aussi. J'avance également, la French Tech organise également un Founders Club. Donc, c'est un club qui réunit les fondateurs ensemble pour qu'ils puissent en privé cette fois et pas en public comme ce soir, partager un peu leurs petits secrets, leurs galères, leurs réussites, leurs bons plans pour que tout l'écosystème apprenne ensemble, s'entraide et avance et grandisse. Et donc ça, c'est cool aussi. Et il y en a un qui aura lieu la semaine prochaine par Zoom, à distance, mais quand même, on continue à se rassembler et à essayer de grandir tous ensemble. La communauté French Tech publie également des podcasts, toujours pour éduquer la communauté et l'écosystème sur plein de sujets autour des startups, notamment un nouvel épisode qui est sorti hier sur le fait d'aller à l'international. J'ai écouté cet après, mais qui était cool. Donc, n'hésitez pas, vous les retrouvez sur Ocha, mais vous les retrouvez aussi sur le site de la French Tech. Enfin, il y aura un lien aussi sur le site de la French Tech Strasbourg. Et c'est super sympa et vous y rencontrez, vous y découvrez aussi tous les start-upers de l'écosystème qui viennent témoigner et aussi les acteurs de l'écosystème, que ce soit des investisseurs, banquiers, accompagnateurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui interviennent dedans et donc c'est vraiment cool. La communauté French Tech est soutenue, portée par l'association Alsace Digital qui, du coup, notamment les petits bras, les finances, tout ça c'est AD derrière. AD qui aide aussi à structurer tout l'écosystème, les communautés du numérique en général, la communauté French Tech Strasbourg pour ce soir, mais également d'autres communautés, qui a également un espace de coworking, qui organise des tonnes d'événements et des tonnes de choses autour du numérique. Donc, je vous invite à aller voir le site et à vous inscrire à la newsletter pour ne pas louper les prochains événements. Et en parlant des prochains événements, il y en a quelques-uns dans la besace. Alors, pour tous les habitués, ils savent que
tous les ans, en fin d'année, on organise le Startup Weekend Strasbourg. Cette année, c'est les 10 ans. Cette année, c'est annulé parce que le Covid, mais c'est repoussé à très, très prochainement. Donc, du 16 au 18 avril, le Startup Weekend aura bien lieu pour les 10 ans. Donc, notez-vous la date. Ne loupez pas ça, c'est toujours génial, notamment quand on porte un projet, qu'on veut rencontrer d'autres gens, qu'on veut challenger son projet ou qu'on veut participer à d'autres projets pour les aider pendant un week-end à réfléchir ensemble, à travailler, à prouver le modèle. Enfin voilà, c'est vraiment un week-end hyper enrichissant. Et en attendant que ce Startup Weekend ait lieu, aura lieu le 3 décembre prochain un webinaire avec les 20 premiers conseils pour lancer votre projet et avec des questions-réponses. Donc, vous pouvez notamment, si vous êtes frustré parce que le Startup Weekend n'a pas lieu tout de suite, foncez vous inscrire pour ce webinaire et ça va être hyper intéressant. J'ai vu que Mélissandre était là, je ne sais pas si elle veut en dire un mot parce que moi, je n'ai pas trop suivi. Hello, oui, je suis là, en effet. Oui, comme tu as tout bien résumé, on organise ce petit événement pour pouvoir soutenir les gens qui voulaient présenter leur projet au Startup Weekend qui du coup est annulé. Et du coup, c'est des conseils très simples. Ça s'adresse vraiment à des tout jeunes entrepreneurs, soit qui ont jamais monté de projet, soit qui ont un peu de mal à commencer à monter le leur, pour leur donner les tout premiers conseils pour y arriver. Voilà. Super, merci pour ces précisions. C'est bien, je ne t'ai pas parti trop loin. Également, dans les événements qui ont été repoussés avec le confinement, il y avait le 360 possible organisé par la région Grand Est qui a été décalé au 8 décembre, donc dans pas longtemps, et qui sera focalisé autour du plan d'accompagnement, le Business Act, le plan d'accompagnement économique pour que la région se relève de la période compliquée actuelle. Donc, vous pouvez aller voir sur le site 360 Grand Est, vous retrouverez tous les éléments. Et également, on parle aussi des événements d'Alsace Digital. Il y a un challenge, donc il y a un Girls Can Code qui est organisé très prochainement. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Je ne sais pas s'il reste des places, donc foncez. Si vous avez une fille entre 13 et 17 ans, ou vous êtes une fille entre 13 et 17 ans et vous voulez connaître les bases du code, c'est super pour pouvoir un peu s'acculturer et comprendre un peu c'est quoi le numérique et c'est quoi du code et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce qu'on voit au quotidien. Donc, c'est vraiment cool. N'hésitez pas. Et voilou. Ça, c'était pour la partie introduction. On va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, pour être très honnête avec vous, chez Epopia, c'est une question qu'on se pose depuis quelques temps. Ah, les OKR, oui, non, on a entendu des choses bien, ouais, mais en même temps, on entend aussi, ah, je ne suis pas sûr. Et du coup, quand j'ai vu que dans l'écosystème, il y en avait quelques-uns qui le faisaient déjà et qui étaient prêts à témoigner, j'ai sauté sur l'occasion en disant, c'est parti, on fait un meet-up, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant, vu que notamment, ça fait partie des clés de succès de Google, mais aussi, il y a pas mal de LinkedIn, il y a pas mal de grosses startups qui l'utilisent au quotidien. Et donc, c'est bien de savoir ce que c'est, pourquoi ils l'utilisent, et est-ce que ce serait intéressant pour nous dans nos startups ou pour vous demain, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, d'utiliser ce système-là. Et pour ce faire, nous invitons ce soir deux stars de l'écosystème, Jérémy et Emeline. Jérémy, je suis fatigué. Hein. Geoffrey et Emeline. Geoffrey et Emeline qui sont. Alors, Geoffrey qui est donc le fondateur et CEO de Quit. Il va se présenter juste après. Vous pouvez toujours nous dire en une phrase, c'est quoi Quit? Quit, l'application mobile qui aide les gens à arrêter de fumer et surtout à rester non-fumeurs pour de bon. Ça, c'est cool. Et Geoffrey qui a déjà notamment témoigné il y a 1 an et demi dans un meet-up sur le marketing quand on lance une appli, donc le marketing pour les applis. Meetup hyper intéressant qui a eu un gros succès et il me semble que vous le retrouvez dans la liste des meetups que vous pouvez retrouver en ligne. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Pas maintenant, hein, après ce meetup. Et également Emeline, co-founder et CEO de Physimed. Alors Emeline, est-ce que tu veux nous pitcher aussi Physimed en une phrase? Bonsoir à tous. Donc, chez Physimed, on développe des solutions innovantes pour la santé des femmes et notamment pour leur périnée, pour éviter d'avoir des fuites urinaires ou autres problématiques dont on parle peu et pourtant qui sont des problématiques de santé publique. Voilà. Et donc Emeline, qui est aussi une star, vu qu'elle a aussi témoigné il y a 1 an et demi, je crois aussi, c'était pas loin dans la même période, sur comment est-ce qu'on fait pour vendre un produit physique.
notamment, parce qu'après, vous les retrouvez, je crois que c'est des têtes qu'on retrouve souvent dans les meet-up, mais on est ravis de les retrouver encore ce soir, donc pour ce nouveau sujet. Et on va commencer d'abord par 2 temps. Premier temps, on va laisser Geoffrey nous expliquer un peu d'abord la théorie. Qu'est-ce que c'est, mais quoi qu'est-ce les OKR, comment il l'a mis en place chez lui, un peu son retour d'expérience. Et ensuite, on aura le retour d'expérience vu de la tranchée par Emeline. Geoffrey, la parole est à toi. Yes. Alors, vous voyez bien l'écran, tous, c'est bon. Alors, tout a commencé cet été. Donc, j'ai pas encore beaucoup de recul dessus, mais ça a commencé cet été où j'ai essayé de lire des romans en vacances et je n'ai pas trop réussi. Et comme ça faisait quelques temps que les OKR me trottaient dans la tête, j'ai cherché les meilleurs bouquins sur le sujet et j'ai dévoré ça en quelques jours, semaines, pour à la rentrée secouer l'équipe pour commencer à le mettre en place. Alors, ça, c'est le doc que j'ai aussi partagé avec mon équipe pour leur expliquer en gros ce que c'était. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est des OKR? Alors, c'est 2 mots, c'est objectif et résultat clé. Et c'est une façon, en fait, pour des individus, une équipe ou une entreprise de rester focus et de travailler tous sur le même objectif, en fait. Souvent, on se disperse quand on est entrepreneur, on a l'impression d'avoir plein d'opportunités qui nous tombent dessus, on va essayer de tous les poursuivre et en fait, on perd du temps et c'est ce défocus qui, au final, fait qu'on se retrouve sans argent parce qu'on n'est pas allé assez vite ou à courir après des POC calamiteux avec des grands groupes ou des choses qui ne servent à rien. Donc, l'histoire, alors c'est pas du tout nouveau, hein, ça remonte à l'époque d'Intel avec un mec qui s'appelle Andy Grove. En fait, Intel avait un gros problème à l'époque qui était, ils étaient leaders sur leur marché, je ne sais plus trop ce qu'ils faisaient. Et les Japonais ont commencé à faire la même chose qu'eux. Et ils se sont rendus compte que pour survivre, en fait, ils devaient vendre beaucoup plus. Et donc, ils ont fait quelque chose qui s'appelait Opération Crush. Et c'était en gros un management by objectif. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, ils ont fixé les objectifs de vente aux équipes sales et ils devaient faire genre un truc quasiment inatteignable, genre vendre 9000 cartes mères, enfin, un truc comme ça. Et en fait, ils ont réussi parce qu'ils avaient cet objectif à suivre chaque mois. À partir de là, l'histoire continue en 99, quand un des premiers investisseurs de Google avait 1 an, était donc John Doerr, qui avait bossé chez Intel et qui a dit aux mecs de Google, les OKR, il faut les mettre en place si vous voulez réussir. Et ils ont écouté. Et maintenant, tout le monde connaît Google, il n'y a pas trop de discussion. Et aujourd'hui, la plupart des grosses boîtes scale-up internationales et françaises appliquent les OKR. Donc, en gros, c'est ce que j'ai dit avant. Hein. Donc, il y a un objectif. L'objectif, il doit être inspirationnel. Ce n'est pas forcément quelque chose de très spécifique. Et ça doit idéalement vendre un peu de rêve ou inspirer finalement ses équipes pour l'atteindre. Et à contrario, les key results, c'est vraiment des objectifs chiffrés ou datés, donc avec un but à atteindre. Et petit détail, un key result ne doit pas être une action sur laquelle on a un contrôle. Par exemple, se dire mon résultat clé, c'est d'avoir écrit 10 articles de blog à la fin du mois. En fait, ce n'est pas un key result parce que ça dépend juste de moi. Par contre, augmenter le nombre de visites de mon site web de 200%, ça, c'est un key result. Et par contre, pour l'atteindre, il faudra écrire des articles de blog, du contenu, etc. etc. Les bénéfices, donc en termes de business, les équipes, elles savent vraiment vers quoi aller. Elles sont alignées. Elles ont de meilleures performances, puisque le principe, c'est de revoir ces OKR régulièrement. Donc, plus on atteint, plus on challenge l'équipe, et plus elle va produire, et plus elle va bosser. En termes de culture, comme les OKR les principes sont la transparence et l'alignement, si tout le monde sait exactement pourquoi une boîte existe et qu'est-ce qu'elle veut atteindre, qu'est-ce qu'elle veut faire, finalement, tous les salariés savent ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils le font. Et cette transparence permet une belle culture d'entreprise. L'alignement, toujours, ça permet cette vision stratégique. Si les chefs d'entreprise, les CEO, l'équipe dirigeante partagent et disent où on veut aller, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de le faire. Ça enlève les nuages. Ça permet d'être focus. C'est ce que je disais, ça priorise. Donc, si on reçoit des sollicitations externes, ça permet plus facilement de dire non. Même quand c'est le manager qui va voir son salarié en disant tiens, il me faudrait ça pour demain, le salarié doit être en capacité de dire ouais, mais ce que tu me demandes, ce n'est pas aligné avec les OKR. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et ça crée des discussions intéressantes, pertinentes, et ça permet d'être sûr que
qu'on soit focus. Et ça permet évidemment d'engager ses salariés via cette vision commune. Alors, il y a plusieurs couches. Et il y en a une quatrième qui n'est pas écrite ici. Donc, la première, ça correspond un peu à la vision, à la mission de son entreprise. Ça, c'est l'OKR ultime. C'est sa vision à long terme, l'étoile polaire vers laquelle on doit tous se tendre. À partir de là, on va définir des OKR pour l'entreprise. Donc ça, finalement, c'est plus une vision stratégique. Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans les 6 à 12 prochains mois? Alors, les Ultimate OKR, c'est en fonction de la taille d'entreprise, ça peut être 3 à 5 ans. Et si on est une boîte du CAC 40, ça peut être à 15 ans. La compagnie, c'est plutôt 6 à 12 mois. Par exemple, Spotify, c'est 6 mois. Et enfin, les groupes. Donc ça, c'est plutôt les équipes, chaque équipe qui va se définir, puisqu'elle connaîtra l'OKR ultime, elle connaîtra les OKR de la compagnie. Et donc, elle-même va se définir des OKR qui sont sur les 1 à 3 prochains mois. Donc, c'est OKR à plus court terme. C'est plus de la tactique. Et Google fait aussi des OKR individuels. Donc, chaque personne a ses propres OKR. Et il y a d'autres boîtes qui le font. Et je reviendrai après sur pourquoi ce n'est pas forcément idéal, en tout cas quand on commence. Donc, c'est ce que je disais. Donc, l'ultimate, c'est la vision, la mission. Pour Quit, on a mis un objectif à 3 à 5 ans et c'est un seul OKR. Un exemple, vous reconnaîtrez certainement l'entreprise. Donc, c'est faire en sorte que l'humain soit interplanétaire. C'est assez inspirant, c'est assez long terme. Et des résultats clés, ce serait par exemple réduire le coût de lancement 10 fois, être capable d'utiliser les requêtes 5 fois et récupérer des contrats commerciaux pour financer tout ça. Pour la compagnie, ça, c'est plus la stratégie. Objectif 6 à 12 mois et en définir 2 à 5 avec une review à la moitié de la durée. Donc là, pareil, quelques exemples. Donc, pour arriver à faire de l'humain une espèce interplanétaire, il faut d'abord faire une roquette qui est capable d'emmener des gens sur Mars. Voilà, et donc, il faut réussir vous avez des exemples, pareil pour Google, qui devait faire la search engine la plus simple du monde, etc. etc. Et les groupes, comment est-ce que finalement chaque équipe de l'entreprise va être capable de faire en sorte que l'entreprise atteigne ses OKR avec des objectifs pour Quit à 1 mois. Certaines boîtes, c'est plutôt 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et de la maturité qu'on a dans la maîtrise des OKR. On va en définir 1 à 3. Et là, toutes les semaines, c'est important de les revoir pour voir les progrès tous ensemble qu'on a atteints ou pas, pour prendre du coup des mesures correctives, s'il le faut. La caractéristique clé de ces objectifs de groupe, c'est qu'ils doivent être alignés, mais ils sont forcément alignés avec les OKR de la compagnie et du coup l'OKR ultime. Il faut qu'il y ait un très grand impact. En fait, l'OKR, quand on le fixe, si par exemple on sait qu'on a une tendance de progression, je ne sais pas, je dis une bêtise, de 50% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Si on se dit juste que le key result doit être de 50%, en fait, ce n'est pas un key result, c'est la trajectoire classique. En fait, il faut vraiment viser des OKR qui sont vraiment très challengeants. Et qui doivent être du coup aussi fixés dans le temps, parce que s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de résultat et de temporalité, finalement, on peut le faire, ça peut prendre 6 mois et puis on n'aura pas forcément avancé beaucoup plus. Parce que si on atteint des OKR, ça a un vrai impact sur l'entreprise. Donc du coup, voilà, et les résultats clés, du coup, voilà, un fort impact, on le remet. Il faut vraiment que l'atteinte de l'objectif ait un impact fort sur l'entreprise, qui soit spécifique, et que, c'est ce que je disais avant, qu'on n'ait pas forcément le contrôle dessus, qu'on n'ait pas le contrôle sur les résultats. Genre qu'on ne puisse pas dire, c'est ce que je disais, écrire 3 articles de blog ou finalement écrire un morceau de code. Écrire le code, ce n'est pas ce qui va faire qu'on atteint l'OKR, mais c'est plutôt que le code qu'on a écrit derrière, il atteint la performance qu'on souhaite ou qu'il atteint l'objectif qu'on souhaite. Un exemple pour Google que j'avais lu, c'était que c'était faire en sorte que les résultats ils apparaissent en 0,01 seconde, par exemple, quand on fait une recherche sur le site. Et ensuite, quand on a des OKR de groupe, il faut qu'il y ait des initiatives. Et ça, c'est plutôt le concept de tâche. Donc, en fait, ça décrit le travail qu'il faut réaliser pour atteindre les résultats clés. Donc là, c'est vraiment des tâches ou des projets. Et ça, ou une activité. C'est vraiment ça, c'est proche plutôt de la gestion de tâches classiques. Donc, quelques exemples de nouveau. Par exemple, pour SpaceX, faire un moteur plus léger. Donc, pour réussir à faire un moteur plus léger, il faut faire une pompe à fuel qui pèse 10% de moins. Et dans ce cas, une des initiatives, ce serait de créer le premier prototype de cette pompe à fuel. Là, on se rend bien compte finalement de la hiérarchie dans les tâches ou dans les tâches. Donc, les initiatives, elles doivent être spécifiques.
Donc voilà, donc toujours un scope très clair, savoir qui le fait, quand, pourquoi, pour combien de temps, les ressources qu'il a. Et là, contrairement au Key Result, là, il faut que ce soit sous contrôle. Il faut que l'équipe qui s'assigne une initiative, elle ait l'entièreté du contrôle sur son initiative. Qu'elle dépende de personne, elle n'a pas demandé l'autorisation au manager ou pour avoir le droit de faire un truc. Voilà. Donc, il faut qu'elle ait le contrôle sur tout. Donc, un petit rappel, les OKR sont publics. Donc, ça veut dire que si vous allez chez Google, alors je ne sais pas, je n'ai pas demandé à des salariés de Google, mais j'aimerais bien vérifier cette information. Tous les OKR de tout le monde sont disponibles publiquement sur leur intranet. Donc, c'est bien de voir les OKR de Larry Page quand vous arrivez chez Google. Ça, c'est très important, puisque on peut voir les OKR de son manager, des autres équipes, voir si on ne peut pas travailler ensemble, etc., etc. Les différents checkings, donc le fait de revoir toutes les semaines pour les teams OKR, le fait de revoir à mi-terme pour les compagnies OKR, ça, ce n'est pas négociable. Ça doit être fait. C'est comme ça, il faut le faire. C'est important. Ça permet toujours d'avoir du dialogue en plus entre les équipes, entre le manager et son équipe, etc., etc. Et ils doivent être, donc stretching, je n'ai pas trop le mot en français, mais ils doivent pousser plus loin que ce qu'on serait capable de faire normalement. Le but, c'est vraiment de challenger. Alors, même si vous spécifiez plusieurs OKR et plusieurs Key Results, c'est bien de faire un mix de Key Results qui sont vraiment des moonshots, donc des choses techniquement inatteignables, et d'autres qui sont plus atteignables. Sinon, vous perdez aussi finalement la motivation des gens. S'ils n'ont que des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, au bout d'un moment, on perd la motivation. Voilà, donc, c'est bien de faire un mix entre des Key Results atteignables techniquement, mais difficiles, et d'autres inatteignables. Genre, faites-moi multiplier par 4 le chiffre d'affaires en 3 semaines. Bon, c'est peut-être exagéré, mais l'esprit est là. Donc ça, c'est le process que nous, on a mis en place chez Quit. Donc, tous les 6 mois, en fait, on travaille sur les OKR de l'entreprise. Donc là, c'est le noyau en fait, de chez Quit qui discute de ça en prenant d'abord les inputs de tout le monde. Tous les 3 mois, il y a une review mid-term de ces compagnies OKR. Tous les mois, chaque équipe spécifique se définit des OKR de groupe, avec 1 à 3 OKR par groupe. Et toutes les semaines, le lundi, c'est de faire un status, où on en est ce qu'on a bien avancé, avec tout le monde qui peut s'exprimer. Alors, chez nous, groupes, en fait, c'est toute l'équipe. On n'est pas assez grand encore pour avoir des groupes, donc on mixe un peu tout le monde. Donc, tous les lundis, on se retrouve tous, on parle des OKR. Le vendredi après-midi, on passe 2 heures, ou enfin 1 heure à 2 heures, à chacun partager ses petits succès. Donc, qu'est-ce que tu as fait de bien cette semaine? Qu'est-ce qui t'a plu? Tiens, j'ai sorti cette feature, j'ai publié ce post sur les réseaux sociaux qui a cartonné. Là, tiens, j'ai fait cette action qui a entraîné ce résultat. Donc, c'est vraiment un moment de partage où on célèbre un peu les succès de tout le monde. On fait aussi on se réunit pour faire le point sur où on en est pour préparer le lundi. Et l'email que je n'envoie pas, en fait, mais que j'ai revu ça en revoyant le slide. Et c'est le seul truc qu'on ne fait pas aujourd'hui dans le plan. Et ça, c'est un petit exemple de template à quoi peut ressembler le weekly group status. En gros, il faut redéfinir les priorités pour la semaine suivante, refaire le point sur les OKR, se parler des projets qui sont en cours et également une chose importante, c'est mesurer en fait la santé. Alors la santé, comment dire? C'est finalement qu'est-ce qu'on veut mesurer pour être sûr qu'on soit tous sur les rails. Alors ça peut être la satisfaction des clients, ça peut être la dette technique pour des take-offs. Ça peut être l'ambiance dans l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ne se sentent pas bien, qui ont trop de pression, qui n'ont pas assez? Donc, ça, c'est très important avec le Covid, par exemple. Et là, on met juste des couleurs, donc vert, jaune, rouge, pour savoir, tiens, cette KPI d'entreprise que je veux mesurer, elle est toujours alignée, toujours dans le bon sens. Elle est toujours verte. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place pour Quit. Alors, il y a quelques trucs qui sont rédacted, mais pas grand-chose. Donc, notre Ultimate OKR à 5 ans, c'est d'être une solution leader dans le changement de comportement. Alors, pour ça, il faut arriver à avoir tant d'ARR projetés, avoir tant de users actifs mensuels, avoir publié tant de papiers scientifiques et de clinical trials. Et enfin, réussir à adresser plusieurs théories du changement. Ça s'est décliné du coup sur nos groupes OKR. Ah, mais il en manque un. Ah non, ça, c'est le compagnie OKR, pardon. Le titre n'est pas bon. Donc, l'idée, si on veut avoir tout ça, c'est déjà à un moment donné d'être sustainable, donc d'être break-even. Donc, comment est-ce qu'on est break-even? On arrive à atteindre le bon MRR. On continue à avoir une croissance organique des téléchargements. Et finalement, on dépense en acquisition, mais cette dépense-là, elle est rentable au bout d'un mois. Et pareil, on continue de faire en sorte que nos users soient heureux. Donc, on continue à augmenter la note moyenne des users des apps sur le store. On fait en sorte que nos users y reviennent
et que les premium users reviennent encore plus. Et du coup, les initiatives, les OKR de groupe et les initiatives pour le mois de novembre, c'était par exemple donner plus de valeur aux utilisateurs. Ça se matérialise comment? Il y a une fonctionnalité dans l'app qu'on voulait qu'ils utilisent plus. On a réussi en fait. Donc, c'est la première ligne, multiply by 2, le usage of plus screen. Donc, ça, en fait, on a un bouton, une action dans l'app qu'on trouvait, nous, clé et on voulait doubler cet usage. Et donc, avec certaines fonctionnalités dans l'application, on a réussi. La suivante, c'est augmenter le nombre de sessions de 30% daily. Là, c'est en cours. Bon, on a un peu de retard. C'est la vie. Mais bon, quand l'OKR commence, en fait, il est à 0,5 de confiance de l'atteindre. Et chaque semaine, on revoit ce degré de confiance, en fait. Et normalement, un OKR est atteint à partir du moment où on arrive à faire 0,7 à la fin à landing point. Et voilà, donc là, vous voyez un peu, donc, finalement, les initiatives, c'est c'est les sous-tâches. Donc, pour l'OKR de groupe, c'était augmenter le nombre de daily sessions. Et les initiatives associées à ça, c'était sortir de nouvelles fonctionnalités sur iOS et sur Android. Et pour aller plus loin, si vous voulez lire plus, ça, c'est les deux livres que j'ai préférés sur les OKR. Donc, c'est Measure What Matters. Donc, ça, c'est John Doerr, celui qui a ramené les OKR chez Google. Et Radical Focus, qui est en fait une petite fable où en fait, c'est une histoire d'une startup où les gens, ils ont des problèmes, ils n'y arrivent pas. Ils rencontrent un investisseur qui leur dit mettez en place les OKR, ils les mettent, ils font toutes les conneries possibles. Et à la fin, ils les mettent bien en place et ils y arrivent, quoi. Et c'est plutôt, ça se lit. Ça prend 2 heures à lire, ça se lit très vite et c'est très agréable. Et il y a un site très intéressant qui est What Matters, qui reprend chaque semaine, il y a une newsletter avec des infos sur les OKR. Voilà, merci. Merci à toi pour ce retour du coup théorique et pratique à la fois. Alors, Emeline, si tu es là, tu peux aussi reprendre la main. Oui, alors je peux parler, mais on ne peut pas me voir parce que quelqu'un m'a coupé ma vidéo et quand je veux le remettre la vidéo, je ne peux pas. Donc, vous voulez, hein, mais... Désolé. Ah, super, voilà. Hop, voilà. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, du coup, je partage mon écran et on fait les sessions de questions après, c'est ça? Ok, parfait. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à préparer vos questions dans le chat. Hein, vous pouvez aussi, ça on pourra les prendre à la suite des 2 présentations. Ok, donc chez nous, chez Physimed, donc déjà, qu'est-ce qu'est Physimed? Tout simplement, hein, donc on développe des solutions pour la santé des femmes. On développe notamment une sonde de rééducation du périnée qui permet donc de faire sa rééducation chez soi pour éviter donc les problèmes après un accouchement, par exemple, de fuite urinaire, descente d'organes et autres réjouissances qu'il y a chez les femmes voilà, qui concernent plus de 3 millions de femmes en France, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes. Du coup, en fait, c'est assez intéressant. Quand j'ai croisé Geoffrey il y a quelques temps, il me dit j'ai mis un truc en place chez nous et tout, ça s'appelle les OKR, c'est super, c'est des systèmes d'objectifs. Je dis ah bon et tout, mais comment ça fonctionne? Donc là, il m'explique ce que vous venez d'entendre. Et je lui dis mais en fait, c'est marrant parce que chez nous, en fait, il y a quelques années, enfin, il y a 1 an et demi, pas quelques années, on a commencé à mettre en place cette dynamique, en tout cas, d'objectifs, et ça y ressemble. Alors, ça y ressemble. Donc là, moi, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que nous, on a mis en place chez Physimed. Donc, vous ne verrez jamais OKR qui sera présenté et dit comme ça parce que, bon, ce n'est pas comme ce qu'a dit Geoffrey, inatteignable, etc. Et ce n'est pas la dynamique, mais disons que nous, c'est un peu une solution maison. Donc, je trouve intéressant de vous partager ce que nous, on a mis en place plutôt au feeling, en fait, et un peu en se disant ce serait bien de mettre ça en place pour essayer de structurer un peu Physimed. Donc, en gros, nous, on a créé Physimed en mai 2017 et on a mis en place ça donc il y a à peu près 1 an et demi, voilà, en mai 2019. Et en fait, le déclencheur en fait, de ça, ça a été, en fait, ça fait 18 mois qu'on travaille chez Physimed, sur le projet. Il n'y a pas forcément de structuration de tout le monde. Tout le monde ne sait pas exactement sur quoi les gens travaillent, mais au fait, qu'est-ce qui est prioritaire? Et il y avait à chaque fois des questions, mais qu'est-ce qui est prioritaire entre ça et ça? Et ce n'était pas forcément facile. Et tant que j'étais là, on faisait les discussions, ça se passait plutôt bien. Et puis, en fait, j'étais enceinte à ce moment-là et je me suis dit, mais en fait,
Ça va peut-être être un peu plus compliqué si je ne suis pas là. Pas que je sois la seule à dire s'il faut faire ou pas faire, mais en tout cas, je sentais le besoin de structurer au final Physimède pour cette période et du coup, ça a été mis en place à ce moment-là. Je trouvais aussi que c'était important qu'il fallait qu'on s'assure que toutes les actions qu'on menait étaient bien en lien avec les objectifs de l'entreprise. Parce que je trouve ça hyper facile, notamment en start-up. Alors, on a tous des millions de trucs à faire. On remplit nos journées, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on remplit bien nos journées? Est-ce qu'en gros, ce qu'on fait, c'est vraiment lié à un objectif clé de Physimède ou est-ce que on a envie de faire ça et puis c'est vrai que ce serait vachement sympa, mais en fait, le voisin ne comprend même pas pourquoi on le fait. Donc, j'avais envie que tout le monde, en fait, soit aligné et sache vraiment que quand il fait quelque chose, ça sert à un objectif particulier qui est partagé par tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée d'aider les collaborateurs à être mieux guidés. Voilà, et on avait besoin aussi d'avoir des objectifs chiffrés et quantifiés. Parce qu'en effet, comme dit Geoffrey, écrire 10 articles de blog, à la limite, on s'en fiche d'écrire 10 articles de blog. Ce n'est pas tant ça l'important, c'est plutôt justement arriver à X visites sur le site web, X ventes, etc. Et donc, on avait besoin d'arrêter des chiffres pour pouvoir guider aussi les actions qui allaient être mises en place. Donc, chez nous, on les a mis en place sur 6 mois. Donc, tous les objectifs sont mis en place donc, des périodes mars à août et septembre à février. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, ces périodes-là. Donc, au début, on a dit janvier, juin et après juillet, décembre. Sauf qu'en fait, c'est complètement utopique de se dire qu'en 1er janvier, ça y est, on est sur on commence ces nouveaux objectifs. Il y a eu 2 semaines de Noël avant, chacun revient doucement. Enfin, ces périodes-là, je trouvais qu'elles n'étaient pas bonnes pour enchaîner et on perdait pas mal de temps. Je ne parle même pas de l'été, quand une période d'objectifs commence au mois d'août, c'est un peu compliqué. Donc, on a tout décalé pour être plus réaliste, en fait, parce qu'à chaque fois, le mois d'août, il sautait et puis le mois de janvier aussi. Voilà, et donc, encore une fois, c'est un plan d'objectifs maison. Alors, nous, on a défini en fait 6 piliers qui structurent les objectifs de Physimède, avec chacun un indicateur de performance donc majeur. Alors, par exemple, régner en France. Régner, parce que pendant les 6 premiers mois, on était se développer en France. Les 6 d'après, c'était le régner. L'autre, voilà, et bon, on essaye aussi d'avoir des mots qui vont bien pour aussi être motivés au sein de l'équipe. Et ça, du coup, ça va se définir par X pourcentage de CA, X unités vendues, X % de marge, enfin X euros de marge, etc. On a aussi, voilà, on avait au tout début découvrir l'international ou s'ouvrir. Maintenant, on a croître à l'international. J'espère qu'un jour, on aura régné à l'international. Bon, ça, c'est dans quelques années. Voilà. On a augmenté notre marge, par exemple baisser les coûts de prod, parce que ça du coup c'est nous comme on a un produit, il y a des gens qui ont des tâches, enfin des postes complètement différents, comme dans toute société sûrement. On a une partie hardware, une partie soft, une partie marketing, une partie plutôt vente de distribution. Donc voilà, les piliers servent vraiment à faire en sorte que ça concerne tout le monde. Et puis, il y a toujours d'ailleurs un pilier qui est commun à tout le monde, c'est vraiment la structuration des process, parce que pour être robuste, en fait, on a mis pas mal de choses en place et ça concerne tout le monde. Ensuite, se décline de ces piliers. On a des équipes, on a quatre principales équipes. Il y a 8 objectifs d'équipe et dans ces objectifs d'équipe, il y a 10 objectifs individuels qu'on définit aussi. Et donc, c'est vraiment cette structure entre 6 pour Physimède, 8 par équipe et 10 individuels. Alors, par exemple, ceux des équipes, ça va être avoir un coût d'acquisition client de X euros sur le canal, par exemple, Facebook Ads, avoir un taux de transformation du site web de X %. Pourquoi ça, c'est un objectif d'équipe? Ça regroupe plusieurs personnes. Donc, du coup, l'équipe en question se pose la question de se dire mais comment est-ce qu'on atteint cet objectif à la fin des 6 mois? Et puis, les objectifs individuels, eux, sont plus liés à des actions vraiment personnelles qui ne sont pas liées aux autres. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple, avoir développé, désolé pour la faute d'orthographe, notre présence avec les professionnels de santé, par exemple, X professionnels de santé dans le programme MI Expert, qui est notre programme de test du produit. Enfin, voilà, ça peut être d'autres, on a une personne responsable sur Instagram, X followers, ça peut être plein d'autres choses différentes, mais plutôt individuelles. Alors, on a bien fait, moi je fais une grosse différence entre en effet les actions et les indicateurs de performance. Alors, nos indicateurs de performance, nous, à la différence des OKR présentés dans la méthode par Geoffrey, ils sont tous atteignables.
C'est-à-dire qu'ils sont ambitieux, mais ils sont atteignables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les atteigne pas. Et il faut les atteindre absolument. Ils font partie de la croissance de Physimed, donc on définit que Physimed doit croître de X, mais pour moi, c'est hyper démotivant de se dire de toute façon, je ne l'atteindrai jamais. Mais bon, ça, j'imagine qu'il y a plusieurs écoles et peut-être que j'évoluerai aussi sur ce sujet au moment où plus on avancera là-dedans. Mais pour moi, c'est comme ça. Important aussi, ils sont définis et proposés par chacun des collaborateurs et ensuite validés avec le leader de l'équipe. C'est-à-dire que chaque collaborateur se dit, bon, bah, OK, quel objectif je me fixe moi? Qu'est-ce que je pense qui est réaliste? Et ensuite, ben, on en discute en fait avec le leader de son équipe et on se dit, bon, bah, ça oui, ça on n'est pas assez ambitieux, ça c'est trop, etc. Mais ça vient vraiment de la base et c'est jamais descendant, bon ben voilà, toi tes objectifs ce sera ça. C'est vraiment fait à l'inverse. Bien sûr, si on a des difficultés à mettre cette méthode en place, ben on aide en fait avec la méthodologie et le collaborateur en question. Chaque objectif, nous, est défini selon les critères suivants. Donc, il faut qu'il soit absolument associé à un des piliers, des 6 piliers que je vous ai dit. On définit un indicateur de performance de départ, mais ça, j'ai vu, Geoffrey, qu'il y a aussi le starting point là, dans ta présentation. Là, donc, c'est pareil, l'indicateur de performance finale. Et en option, selon les personnes, on met les actions phares avec qui ou l'avancement des objectifs au cours du semestre. Mais ça, disons que les actions, pour moi, c'est pas important. Mais il y en a qui, pour définir leurs objectifs, ont besoin de se dire, bon, bah, OK, je vais faire ça, c'est les principales actions que je dois faire pour arriver à mon objectif. Mais disons que voilà, les actions, elles peuvent évoluer, il peut y avoir 1000 actions, mais par contre, le KPI, lui, ne va pas évoluer. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'objectif de l'indicateur de performance soit atteint, à la limite, peu importe les actions menées pour, quoi, ou presque. Quoi. Ils se débrouillent, chacun se débrouille pour atteindre ça, et tous les moyens sont bons, entre guillemets. Voilà. En termes de suivi, alors, il y a plusieurs, selon les équipes, ils peuvent être utilisés de différentes manières. Il y en a pour Kenny, c'est un guide pour établir la to-do hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque semaine, ils vont aller, nous on fonctionne comme ça, chaque semaine on fait un point avec un leader, on définit les to-do et puis la semaine avance. Et il y en a qui vont aller voir leurs objectifs, se dire bon ok, je dois atteindre ça et ça, qu'est-ce que je peux faire du coup cette semaine, et il fait sa to-do. Il y en a d'autres, on va s'en servir plutôt mensuellement lorsqu'on a par exemple des focus sur un objectif particulier. Il y en a pour certains, les 10 objectifs individuels, on les a segmentés en périodes sur les 6 mois pour faire des focus, parce que sinon on se perd à faire trop de choses en même temps. Et donc là, à la fin du mois, on va se dire, bon, ok, est-ce qu'on a réussi objectif 3 ok, on fait le point et on passe au prochain. Pour tout le monde, il y a une discussion à mi-parcours pour évaluer si ce qu'on a défini, c'était bien, ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'il y a un objectif hyper important sur lequel on est à la rue, ben, du coup, on essaie de recadrer ça pour essayer de voir comment on peut s'améliorer pour l'atteindre à la fin des 6 mois. Et bien entendu, à la fin des 6 mois, nous, on fait un point sur ce qu'on a atteint et les raisons pour lesquelles on n'a pas atteint. Ça aide vraiment beaucoup à identifier les points aussi bloquants sur ce qui nous a manqué. On s'est dit il y a 6 mois, ce serait vraiment trop bien de faire ça. Bon, bah, si on n'a pas atteint, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça nous permet d'avoir des actions un peu correctives, ce qui est plutôt intéressant. Bien entendu, ça permet aussi d'établir les objectifs du semestre d'après, puisqu'on repart de l'indicateur de performance si jamais c'est quelque chose qui continue dans le temps. Voilà, ça nous permet vraiment, ces objectifs, de structurer la discussion du milieu d'année, parce que nous, en fait, tous les 6 mois, bon, après, ça sort un peu des objectifs, mais on a ce qu'on appelle un physique carrière, voilà, et en fait, c'est une discussion avec le collaborateur sur les performances, les missions, les tâches, mais aussi ce qui va pas, etc. Et du coup, pour cette partie mission, tâches et actions, bah, ça nous aide vraiment à évaluer, en fait, avec, encore une fois, la personne, de voir ce qui va, ce qui roule, ce qui va moins bien.
Alors, c'est vraiment une solution maison. Donc, clairement, il y a plein de problèmes. Ben, on fait ça sur Excel. Hein, donc, j'aime bien ce que ton outil, Geoffrey, là. Peut-être qu'on on va regarder pour faire peut-être la même chose. Nous, c'est Excel, c'est assez simple, ce sont des tableaux. Mais voilà, c'est une méthode que l'on peut optimiser, qui n'est pas complètement idéale, mais qui a permis vraiment de changer la manière de travailler chez Physimed. Je discutais encore avec une collaboratrice la semaine dernière, elle m'écoute sûrement parce que je sais qu'elle est là ce soir, je lui ai demandé du coup son retour en disant bon, bah, maintenant, en plus, donc, voilà, elle n'est plus chez Physimed, donc c'est un retour complètement neutre. Elle me disait au début, j'ai rien compris. Ces tableaux-là, laisse tomber, voilà, ton truc 6, 8, 10, trop compliqué. Et quand on a travaillé, on a rempli les cases, etc., et ben en fait, ça lui a changé, elle m'a dit, sa manière de travailler, de savoir exactement sur quelle mission elle devait travailler, ce qui était prioritaire, ce qui ne l'était pas, ce qu'on mettait de côté, etc. Et donc, je pense que voilà, ça a été relativement bien pris par toute l'équipe. Et franchement, du coup, c'est une méthode qu'on a continué à mettre en place. Donc, on va la faire évoluer certainement parce que bon, alors, vous avez vu 10 objectifs individuels, 8 objectifs d'équipe. Ça peut se dire, waouh, c'est beaucoup. Quoi. J'entends Geoffrey dire qu'il parle de 2 à 3, c'est peut-être plus réaliste. Même si, franchement, on n'a pas de mal à mettre ces objectifs parce qu'ils sont un peu moins inspirants, disons, que ce que Geoffrey a évoqué. Ils sont un peu plus sur terre en disant bon, ok, nous, la vision de Physimed, on la porte, mais elle n'est pas forcément écrite dans un objectif, et c'est plutôt ces objectifs-là qui sont déjà un niveau en dessous, en fait. Donc peut-être qu'on va revoir ça parce qu'une des difficultés qu'on a, c'est du coup parfois dans certaines équipes, pas dans toutes, hein, il y a parfois une redondance entre les objectifs équipe et individuel. Parfois, les objectifs d'équipe, c'est finalement 50%, c'est par exemple dans une équipe de 2, 50% c'est la personne 1 et 50% c'est la personne 2. Bon, ben, ça n'a pas de sens de faire ça au final. Donc ça, c'est un petit biais, enfin une difficulté. Et puis, bon, bien sûr, d'avoir des objectifs individuels qui ne dépendent pas des autres, mais ça, c'est pas tant lié à la problématique des OKR, des objectifs, mais de manière un peu globale quand on met en place ce genre de sujet. Voilà, donc je trouve que j'en ai fini. Ouais. Quoi dire de plus je crois que j'ai refait c'est vraiment un retour de ce que nous on a en place et on en est plutôt content, mais bien sûr c'est quelque chose qu'on doit faire évoluer dans le temps comme tout ce qu'on met en place. Voilà. Super, merci Emeline, c'est super cool. Je ne sais pas du coup si Marie est bien dans le quartier. J'ai vu qu'il y avait Romain connecté. Alors, est-ce que Marie est avec et est-ce qu'elle veut nous faire un petit retour point de vue salarié? Parce que ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion souvent d'entendre ça. Je tente ma chance. Oui, vas-y. Yeah. Je poussais l'enfant. Non, bah, la salariée, l'ancienne salariée mystère, c'était moi. Et c'est vrai que moi, c'est ce que enfin, voilà, je saoule tout le monde, je saoule Romain avec ça. En effet, moi, je parlais pas d'OKR, je parlais d'objectifs Physimed, mais c'est vrai que ce que disait Emeline au début quand elle m'en a parlé, moi, je vois un tableau Excel, elle le sait très bien, je suis en panique. Donc, j'ai dit, ah, dans quoi elle nous emmène? Oh là, mon Dieu, quelle horreur. Et en fait, au bout très rapidement, que ce soit l'équipe tech, que ce soit moi la com, Marion au market et tout, on s'est rendu compte que notre façon de travailler, elle était vachement plus apaisée et plus saine parce qu'on savait exactement où on allait. Parfois, en tout cas moi, typiquement, j'ai tendance à m'éparpiller rapidement. Et c'est vrai que quand on en revient à ces objectifs et on sait où on va, c'est-à-dire que oui, en effet, les 10 articles, ils vont servir à faire plus X% sur le site et à ramener des personnes qualifiées qu'on va pouvoir retargeter ensuite avec les campagnes. Et donc, voilà. Et ça permet d'avoir une vision aussi hyper globale de la boîte parce que ça, souvent, c'est le problème, c'est que l'équipe de Julien à la tech, on ne comprenait rien de ce qu'il y avait pour de calibration. Et puis au final, ça devenait tout devenait beaucoup plus clair grâce aux objectifs, aux OKR. Super, merci pour ton retour d'expérience. Non, c'est vraiment cool. Ouais, on couple et on a plein de questions pour vous, Emeline et Geoffrey. Alors, on va essayer de les reprendre dans l'ordre parce qu'il n'y a pas de raison de punir les premiers. Alors, il y avait d'abord une première question.
Sur la différence avec SMART, les objectifs demandés sont formulés SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et toujours temporaires, définis avec une date. C'était plutôt une remarque qu'une question, je pense, mais c'est pour dire qu'il y avait une autre technique qui était assez approchante. La différence, elle est dans le atteignable. Ouais, donc là, c'était plus proche de la version Emeline, quoi. Et non, et puis SMART, en fait, les méthodes classiques d'objectifs, un peu comme même ce que fait Emeline, hein, qui est assez proche, mais ce qui manque, en fait, et je pense que c'est pour ça que ça a marché et que ça marche pour les grosses boîtes, c'est justement de porter ce message inspirant. Parce que juste dire, OK, on va monter le chiffre d'affaires, ben ouais, c'est génial, c'est cool, mais pourquoi au final? Pourquoi les gens le font? Enfin, oui, c'est bien d'avoir une boîte qui fait du chiffre d'affaires, on a peut-être plus de primes, on a un plus beau bureau, etc. Mais la raison, c'est le pourquoi, en fait. Qui est finalement le bénéficiaire final? Et un objectif SMART, c'est génial, mais on ne sait pas du tout pourquoi on le fait, en fait. C'est toujours pareil. Alors, ça marche, hein, c'est sûr, mais moi, c'est pour Quit ou pour un titre personnel, il manquait vraiment cette partie inspirante et un peu au-dessus, quoi, qui donne du C'est pour sens. ça qu'il faut bien, je pense, allier le KPI, donc c'est le SMART, en fait, que donc Corinne parle, et la raison pour laquelle, bon, je dis régner sur la France, c'est un peu, c'est pour ça qu'on l'a mis en place, c'est-à-dire C'était régner, inspirant. ça veut tout rien dire, voilà. Inspirant, c'est inspirant, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un peu là, mais et pour moi, Smart, ils sont bien, mais c'est au niveau individuel. Ça ne donne pas la structure, la méthode que Geoffrey a proposée. C'est quelque chose pour aligner tout le monde, quoi. Dans une boîte où j'avais des objectifs SMART, je ne connaissais pas les... Régner sur la France, c'est ton objectif principal. C'est un peu comme l'ultimate OKR, quoi, éventuellement. Ou encore le compagnie. Mais par contre, chaque objectif d'équipe n'a pas ce côté inspirant, en fait. Ça devient un goal SMART. Et c'est ce qui manque un petit peu, c'est que même l'équipe doit se sentir inspirée dans ce qu'elle fait. Et savoir que finalement, les tâches qu'elle va faire, ça va permettre, par exemple, de faire en sorte que le user final, lui qui utilise le produit, il est plus heureux, il a plus de joie, il est vraiment content. C'est ça, finalement. Ils savent pourquoi ils le font pour les users, par exemple. Ou pour l'équipe, si c'est du process interne, ou pour faire avancer la recherche, ou voilà, pour toutes ces choses-là, ils ont cette raison, en fait, qui peut leur manquer. Il suffit du why un peu partout. En tout cas, on voit qu'il y a deux manières de faire, de philosophie. Je rebondis juste sur les questions. Qui gère l'outil chez vous? Qui remplit les tableaux? Est-ce que c'est collaboratif? C'est moi qui les remplis, mais je prends le retour des managers le vendredi soir et je remplis à partir de ça. Et nous, c'est chaque collaborateur du coup qui définit les siens. Et du coup, après, on les voit avec le leader en question de l'équipe. Voilà, et on optimise, on change, etc. Mais tout est ouvert et tout est accessible du Drive par tout le monde, tout est public dans notre équipe. Et du coup, tous les deux, vous passez pas mal de temps. Vous avez une partie de votre temps qui est sur le suivi des OKR. C'est léger hein, de mon côté. Ça va. Moi, c'est une assez grosse partie de mon temps, j'avoue, 2 fois dans l'année, parce qu'en plus, c'est lié du coup au point mi-année avec chacune des personnes. Donc, ça me prend un peu de temps, moi, quand même. Mais 2 fois dans l'année, parce qu'on n'a pas du coup ce rythme comme Geoffrey. Et nous aussi, tous les matins, on fait un point aussi, une sorte de stand-up, quoi, et encore plus en Zoom. Du coup, on n'est pas debout, on est assis. Et on parle aussi des OKR. C'est souvent l'OKR devient aussi, du coup, porte le sens des discussions du matin, quoi. Donc finalement, moi, c'est pour ça que ça ne prend pas trop de temps en une fois, mais c'est tous les jours un peu en fait. On peut dire que c'est un peu dans les missions de l'entrepreneur qui doit partager la vision et donner une direction à l'équipe. C'est un peu votre outil pour faire cette partie-là de votre travail. Oui, tout à fait. Alors, Emeline, toi, les objectifs individuels sont aussi à 6 mois? Oui, du coup, on a tout aligné pareil. Tout à fait. Je redis toujours sur les questions dans l'ordre, mais oui, vous pouvez couper, hein, sentez-vous libre. Est-ce que tu as couplé un OKR à une rémunération variable pour l'équipe en cas d'atteinte des objectifs? Est-ce que ça a un lien ensemble? Surtout pas, parce que le problème, alors c'est l'exemple qu'il donnait, alors je ne l'ai pas appliqué, hein, je te parle de théorie, pas de pratique, hein, mais l'exemple qu'il donnait, c'était tu prends 2 sales qui vont se fixer des objectifs, il y en a un qui est précautionneux, qui va mettre des objectifs qui c'est atteignable, et une autre personne va se fixer des moonshots. Celle qui va atteindre 80% de son moonshot, elle va peut-être faire plus de chiffres au final ou un meilleur résultat que l'autre. Mais si tu te bases que sur l'atteinte de l'objectif, celui qui a fait 100 ou 110 ou 120% de l'objectif, il a techniquement une meilleure prime que celui qui a fait 80%, alors que ce n'est pas pour ça qu'il a fait un meilleur boulot. Et cet outil-là, en tout cas chez Google, il n'est pas utilisé pour faire les performance reviews.
Ils ont d'autres outils en interne je crois qu'il y a le bouquin qui les explique, qui sont vraiment dédiés pour le. Donc, les OKR, c'est une base de discussion, mais ce n'est pas utilisé pour la fixation de primes ou de primes. Chez toi, Emeline? Ouais, nous non plus, c'est vraiment plus pour. Ça n'a pas de lien avec la rémunération, c'est plus les objectifs de l'entreprise. On se donne les moyens d'y arriver et plutôt un outil du coup pour voir si qu'est-ce qu'on doit, pourquoi on est arrivé, pourquoi on n'y est pas arrivé et qu'est-ce qu'on doit faire comme action corrective plutôt que lié à la performance individuelle. Pas du tout. Alors, autre question, les objectifs collectifs, oui, mais est-ce que les objectifs individuels apportent quelque chose et est-ce que ça peut fonctionner sans? C'est Jérôme qui demandait. Nous, on n'a pas d'objectif individuel, c'est que des objectifs d'équipe. Et donc, j'ai discuté avec pas des CEO, mais des VP de boîtes de scale-up qui ont mis les OKR au niveau individuel. Et donc, le problème, c'est que c'est souvent redondant, puisque finalement, l'individuel va se retrouver dans l'équipe. Et ça prend beaucoup de temps en management, du coup, parce qu'il faut suivre tous les KPI, enfin, tous les OKR individuels, et ça prend beaucoup de temps et ça n'apporte pas grand-chose. Et donc, c'est conseillé, quand on met en place les OKR au début, de ne pas le faire. Et chez toi, Emeline, ça fonctionne Ouais, quand même, cet j'imagine étage? que quand en plus, là, le rythme des OKR individuels, c'est toutes les semaines et tout, ça prend un temps fou, ça me paraît complètement fou en effet de le faire. Alors, nous, on l'a mis en place. C'est vrai qu'il y a parfois un peu de la redondance avec l'équipe. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas arrêter. Ça peut aider. Nous, ça a aidé en fait les collaborateurs à aussi savoir ce qu'eux, ils avaient à faire et à plus voilà, focus et à faire des priorités. Maintenant, je pense que ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, de comment fonctionnent les équipes entre elles. Ça peut fonctionner, j'imagine, aussi sans objectif individuel. À voir. Ok, merci. Alors, impliquer les salariés et fixer les objectifs ensemble permet d'avoir une adhésion et s'il y a des résistances, de les identifier puis de les traiter. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord avec les salariés sur les objectifs? C'est du bottom-up, c'est eux qui vont remonter des choses qu'ils ont identifiées. Donc, et après, on échange dans les deux sens, quoi. Et, donc c'est quoi le genre de débat que ça fait générer? Souvent, ils pensent que certaines choses seraient bien pour l'entreprise et on leur dit que ce n'est pas le cas. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais voilà, ça va dans les deux sens. Donc, ils peuvent remonter des points qu'ils ont peut-être identifiés pendant qu'ils bossaient, sur lesquels on a pu passer à côté, et ça permet de les rajouter ou pas, ou au moins d'échanger sur le pourquoi on les prend pas ou sur le pourquoi on les prend. Et nous, en fait, je trouve ça c'est pas mal parce que dans les deux sens, on peut avoir des surprises. Il y en a un qui va dire, ah ben moi, l'objectif, je pense sur ça, je peux attendre tant. Et toi-même, tu te dis, ah ouais, et tout, parce que lui, il a des infos ou des feedbacks du terrain, de son, de ce qu'il fait, que toi, tu n'as pas forcément. Et tu te dis, ah ouais, il me dit, ouais, je le sens bien et tout, là, on a plein de trucs ces derniers temps, ça va le faire. Ah, ok, cool. Et à l'inverse, il y en a qui disent, ouais, moi, je vais faire ça. Concrètement, chez nous, de toute façon, il n'y a pas de faire pareil que les 3 mois derniers, c'est toujours plus. Donc déjà, ça, c'est un peu le mindset de tout le monde. Donc, ils savent très bien qu'il faut qu'on fasse plus. Et après, on se dit, bon, concrètement, allez, on fait combien de croissance voilà. Et du coup, c'est un peu une discussion, mais comme ça se veut réaliste, nos objectifs, franchement, on se met assez bien d'accord sur, de toute façon, il faut croître, sinon, ça ne sert à rien. Si on ne croit pas, on ne le fait pas. Et donc, non, franchement, ça se fait plus, c'est pas très compliqué. Et voilà, on fait toujours un mix entre le passé, ce qui s'est passé, et puis ce qu'on va mettre en place. Du coup, on va peut-être tripler le focus sur cet objectif. Donc, on sait qu'on doit faire beaucoup plus en termes d'augmentation. Donc, non, ça se fait, c'est une bonne discussion, ça va. Pas de débat non plus à chacun qui tire de son côté. Je veux que tu fasses plus. Moi, je ne veux pas avoir un objectif trop haut. Voilà. Non, on n'est jamais arrivé là-dedans. C'est plutôt des choses motivantes, donc ça va. Et alors, pendant qu'on est on parlait des individuels, est-ce que ça peut être orienté soft skills, prise de risque, focus client, collaboration, ou est-ce que ça ne rentre pas dans ce genre de sujet? C'est assez dur à mesurer, quoi, en fait, quoi, le soft skill. Donc, il en a besoin certainement les gens peuvent en avoir besoin pour atteindre l'objectif, mais chez Quit, en tout cas, non. C'est pas lié à ces problèmes, ces points sur le soft skill, ils sont plus discutés. Comme dit, on discute tellement avec l'équipe que voilà, on n'est pas non plus 1000 encore, donc on a la capacité de parler à tout le monde. Alors nous, on a un objectif à chaque fois. Quelqu'un arrive, sont obligés dans le premier semestre où il est là, il a l'objectif de maîtriser tous les outils qu'on utilise et pas faire entre guillemets d'erreurs dans les utilisations. Comme ça, à la fin des 6 mois, si jamais il y a vraiment, on identifie un problème dans l'utilisation, j'en sais rien, mode Confluence ou d'autres outils qu'on a, voilà.
Donc, c'est un peu une soft skills dans le sens de maîtriser les outils, c'est quand même assez hyper important. Donc, bien entendu, au quotidien, ça va se faire, mais de l'avoir marqué, ça permet quand même au bout de 6 mois de dire, bon, concrètement, tu as des problèmes là-dessus où on a bien réussi, où il y a vraiment des soucis. Et l'autre, c'est de temps en temps, ça nous est arrivé lors de l'arrivée d'une personne, si elle a à manager des gens, de lui mettre dans un de ses objectifs alors ça se passe bien, enfin je ne sais plus comment est-ce qu'on avait tourné ça, mais en gros pour faire en sorte que quand même, c'est quand même un des objectifs quand même dans les 6 prochains mois concrètement que ton équipe, que ça se passe bien, que tu arrives à communiquer, que les meetings se fassent bien avec eux, etc. Et ça permet du coup d'avoir des actions correctives si vraiment ça ne fonctionne pas. Donc, bon, nous, on a beaucoup, je vous avais dit, eu un objectif individuel, donc ce n'est pas trop compliqué de le mettre dedans. Et je me dis que si on en a 2, 3, ça n'a pas l'intérêt d'être mis par écrit, c'est plutôt intuitif. Mais bon, parfois, de l'écrire, ça permet aussi de penser à ce que ça doit être aussi important que de faire des ventes, quoi. Ok, question de Jules. Jules qui nous demande que se passe-t-il et comment réagir quand les objectifs ne sont pas atteints? Est-ce qu'il faut réessayer avec des objectifs moins ambitieux? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Est-ce qu'on en profite pour changer de direction? Le but, c'est qu'il ne soit pas atteint, justement. Donc, s'il est atteint, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'était pas assez ambitieux, l'objectif. Non, s'il n'est pas atteint, ouais. Oui, ok. S'il est atteint, c'est qu'il n'était pas assez ambitieux. Alors après, donc non, après, donc non, il ne faut pas laisser tomber. Il faut comprendre comment on peut faire encore mieux. Et voilà, en fait, l'idée c'est ça, quoi. Mais il n'y a pas de punition tant qu'il y a des explications, quoi. Après, c'est sûr que si les gens ils bossent pas, mais ça, c'est OKR ou pas, c'est pas manageant par objectif ou pas, ça change rien, quoi. Ça peut se détecter. Mais bon, non, l'objectif pas atteint, c'est juste faut se poser les questions du pourquoi on l'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et qu'est-ce qu'on change pour que le prochain cycle d'OKR d'un mois, on y arrive, quoi. Et parfois, vous abandonnez parfois l'OKR du coup en coup de roue en vous disant enfin celui-là finalement il n'était pas bon. Désolé Rémine. Ok, raison peut changer ou une initiative peut changer globalement, oui, mais pas l'objectif en soi. De toute façon, si on n'atteint pas par exemple être rentable à X mois, ben, à un moment donné, de toute façon, c'est une boîte qui perd systématiquement de l'argent, c'est bien joli, quoi, mais on ne pourra pas lever des fonds indéfiniment non plus, quoi. Donc, pas à Strasbourg, c'est pas possible. Vas-y Emeline. Non, donc parce qu'en fait, ça se peut que parfois on ne reconduit pas des objectifs quand on a dit bon bah on a atteint l'objectif sur une des cibles, machin, et maintenant on change d'objectif pour faire autre chose. Donc ça on l'abandonne, mais parce que disons que si on l'a atteint par exemple, si on l'a pas atteint, en général on essaye c'est plutôt mais mince, on n'a pas atteint, comment ça se fait, c'est quoi les actions qu'on fait pour l'atteindre au prochain, et même de toute façon en général je sais pas, par exemple je pense au taux de conversion sur un site web par exemple, parfois tu l'atteins pas, bon tu te dis qu'est-ce que je peux faire vraiment pour l'atteindre, et maintenant il faut vraiment les 6 prochains mois qu'on l'atteigne. On ne les abandonne pas, hein, c'est selon aussi la criticité de l'objectif, hein. Il y a quand même des trucs, parfois on dit, bon, ce truc-là, franchement, on ne l'a pas atteint, ça ne nous a servi à rien, on l'oublie, parce qu'au final, on a cru que c'était un bon truc. Par exemple, je prends notre exemple du remboursement par les mutuelles, par exemple, c'est un objectif et tout qu'on a, on y croit vachement. On se laisse encore 12 à 18 mois sur le sujet. Si on ne l'atteint pas et qu'en fait, on aura tout fait pour, on va l'abandonner, si jamais on n'y arrive pas, par exemple. Ce que je ne pense pas. On ne vous le souhaite pas en tout cas. On espère que ça va marcher. J'enchaîne sur Romain. Non, Geoffroy voulait dire quelque chose? Non, mais ouais, sur les mutuelles, on a abandonné depuis longtemps chez Quit. Mais 18 mois, c'est une bonne timeline. Pour un truc public comme ça, moi j'aurais mis 3-4 ans, quoi. Tellement politique. On ne parle pas de la Sécu, hein. Sécu, c'est 10 ans. Hein. Les mutuelles, voilà, c'est privé. Autant pour moi. Romain qui nous demande comment vous gérez quand il y a des changements radicaux qui viennent bousculer les OKR? Genre, on pensait faire x10 en CA grâce à un levier et il ne marche pas du tout. Ou à l'inverse, on pensait faire x3 et un autre en fait x30. Ou une pandémie mondiale qui tombe dessus, par exemple. Bref, comment vous gérez l'agilité rapide alors qu'il y a un programme établi sur du moyen-long terme? Nous, on l'oublie. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un objectif mis parce qu'on voulait faire vraiment un truc costaud. On a changé d'avis.
Bref, on a dit, bon, laisse tomber, ça, on l'a oublié. On n'a pas revenu dessus. Hein. Donc, soit on le modifie en cours des 6 mois, si jamais on peut encore. Mais bon, sinon, on ne s'embête pas. Hein. On se dit, bon, on voulait faire ça, on avait pensé ça, on ne le fait pas, tant pis. Hein. Voilà. Ça nous est déjà arrivé aussi d'une personne de lui modifier totalement ses objectifs parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas du tout adapté à ses missions qu'on pouvait donner, par exemple. Et du coup, nous, comme c'est des cycles de 1 mois avec review toutes les semaines, s'il faut changer de direction, c'est pas un problème, quoi. C'est changer une ligne dans un document en ligne, on est en capacité de le faire. Donc, c'est pas trop gênant, quoi. Après, si la pandémie tombe et s'il faut revoir les OKR aussi du niveau au-dessus, le compagnie OKR, on fera un point, on réfléchira et puis on le changera aussi. Et puis, normalement, l'ultime, il ne change pas, sauf en cas de gros pivot de l'entreprise. Et là, maintenant, si tu fais un gros pivot, tu redéfinis tous les OKR en commençant de zéro, quoi. Donc, ou de quasiment zéro. Donc, au final, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre et qu'il ne faut jamais changer, au contraire, quoi. C'est un outil de management de ta stratégie et c'est pas oui, si la stratégie change, si la vision, la mission de ta boîte elle change, finalement tu repars sur tes OKR, quoi. C'est pas voilà, tu te diras pas, tu vas pas aller dans le mur à cause de ça non plus. C'est même une manière d'organiser le sujet, d'organiser la discussion et la réflexion. C'est surtout ça, c'est la discussion. Comment tu dis, et si on fait un x3 avec un autre, alors on voulait faire x3 et en fait il fait x30, bon, pareil, l'OKR, très bien gentil, on met de côté, bon, à la limite, tant pis, c'est plus important qu'on continue à faire x30 que l'OKR qu'on a dépassé, quoi. Voilà. Comme tu dis, Rémi, c'est plus un guide que autre chose. Hein. Ok, alors j'enchaîne tout de suite sur une très bonne question de Robert qui me dit la réalisation des objectifs d'une équipe peuvent parfois dépendre de la réalisation des objectifs d'une autre équipe et comment on fait pour que les gens ne se mettent pas à se fighter en disant putain c'est ta faute si je ne réussis pas les miens ou passe plus de temps sur mon OKR que sur un autre que tu as aussi. Comment ça se gère? Alors, les OKR, justement, c'est un outil qui permet le dialogue entre tout le monde. Et alors, donc, chez nous, on n'a pas ce souci puisque c'est globalement tout le monde bosse quasiment tous les OKR avec à chaque fois des gens qui sont responsables d'initiatives. Et au contraire, donc, cette chose-là, c'est de la théorie, pas de la pratique. Ce qui se passait dans les grosses boîtes comme Google, c'est que finalement, si des équipes comme les OKR étaient publiques, ils se rendaient compte qu'ils avaient des OKR qui étaient alignés, ils allaient bosser ensemble pour les atteindre mieux. Et normalement, l'OKR tel qu'il est fait, la structure, elle devrait empêcher d'avoir des équipes qui pourraient avoir des objectifs contradictoires. Enfin, j'ai du mal à imaginer des conflits liés à cause justement de ce type de management. Au contraire, c'est censé aligner et empêcher ça, en fait. Je vais prendre un exemple que j'invente, mais ton équipe tech, elle a un OKR qui est aligné avec celui de l'équipe com, et en même temps, elle a deux autres OKR qu'elle doit gérer, sauf qu'elle y met plus d'énergie, et que l'équipe com, elle, le fait qu'il ne mette pas cette énergie sur son OKR à lui, ça le met dedans. Est-ce que… L'équipe com, elle arrêtera de faire le wording et le copywriting pour la tech, et on verra la gueule du tech, quoi. Donc, non, c'est pas possible. Je sais pas, ça peut arriver. Pour l'instant, chez nous, c'est pas encore arrivé parce qu'encore une fois, c'est quand même un guide et on se met aussi d'accord après sur aussi l'importance de l'objectif d'une équipe par rapport à un autre objectif de l'autre. Pour l'instant, j'ai plutôt la dynamique, je sais pas, dans les faits, pour l'instant, je suis plutôt dans la dynamique de Geoffrey où les équipes se parlent. Pour l'instant, on n'a pas encore trop été confronté à ça. Mais je peux comprendre, mais je sais pas, en réalité, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. C'est peut-être un fantasme, en fait, quand on ne l'a pas encore mis en place, on s'imagine tout ce qui peut arriver de pire. Ouais, je pense. Alors, je continue à dépiler les questions, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez prendre la parole. Considérez-vous les OKR plutôt comme un moyen pour booster la performance globale de l'entreprise ou un moyen de fédérer les équipes? Ou si les OKR disparaissent, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? C'est Jérôme qui nous demande ça. Alors, c'est les deux. Globalement, les deux. Mais en fait, la performance, elle est liée à la fédération de l'équipe. Si les équipes sont fédérées et qu'elles savent, toujours on va sur le why, j'insiste, mais si les gens savent pourquoi ils font quelque chose, en fait, ils seront fédérés et ils seront efficaces. Et si ça disparaissait, c'est finalement… si tu prends en 2019, on a beaucoup poursuivi des choses qui n'étaient pas très focus. Dans un des bouquins, il y a on appelle ça une fable grecque, une mythologie grecque qui est Atalante. C'était une princesse qui courait très vite et son père, il voulait la marier. Et il a dit, je fais une course avec tous les meilleurs champions de Grèce et celui qui gagne la course, il t'épouse. Et elle dit, ouais, non, je ne suis pas d'accord. Alors,
Elle dit, OK, je participe à la course et si je gagne la course, je reste célibataire. Et son père dit, OK. Et quelqu'un l'a entendu et il a placé 3 pommes d'or sur le long du chemin d'Atalante. Et Atalante s'est arrêtée à chaque pomme d'or pour la regarder et au final, elle a perdu la course. Alors qu'elle était beaucoup plus rapide que le plus rapide des champions et du coup, elle s'est mariée. Et donc, l'idée, voilà, on a poursuivi beaucoup de pommes d'or et je pense que les OKR, ça nous sert surtout à éviter de poursuivre des pommes d'or. Outil pour rester focus. Message entendu. C'est cool. Alors, ouais, il n'y avait pas de. Alors, en attendant que d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser une question aussi en dehors du chat. Moi, j'en avais une qui me trottait. C'était à quel moment on commence à avoir une taille d'équipe pour le faire? Est-ce qu'il faut être déjà 10 pour mettre en place des OKR parce qu'il faut distribuer les choses? Ou est-ce que quand on est 3 fondateurs dans son salon ou 5, est-ce que ça a déjà du sens de mettre en place des OKR pour voir clair, justement, pour ne pas tomber sur les pommes d'or? 3, ça me paraît quand même un peu peu peut-être, mais après, à partir de 5, 6, ouais, plus tôt la culture d'entreprise est présente et plus ce sera simple de scaler l'équipe. Parce que souvent, enfin, j'imagine, il y a des boîtes qui peuvent grossir vite, qui n'avaient pas forcément une culture d'entreprise établie, hein, donc parce que manque de transparence, parce que manque d'échange. Et ils se retrouvent, le produit peut cartonner, ils arrivent à bien scaler, accélérer, ils se retrouvent 20, 30, je ne sais pas, 35, 40, 50, 100. Et si cette culture d'entreprise n'est pas présente au début, je pense que c'est beaucoup plus facile de l'instaurer à 6, 7 et puis finalement de la nourrir avec les nouveaux arrivants qui eux-mêmes la transmettent que de se réveiller un matin en disant punaise, on est plein, on n'a pas de culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc moi, c'était plutôt préparatoire pour, on espère, une bonne suite. Je crois qu'on a commencé à mettre ça quand on était, je dirais, 7 ou 8, je crois, un truc comme ça. C'était un peu à la demande aussi des personnes, des collaborateurs qui disaient bon, faut plus qu'on se parle entre nous, faut plus qu'il y ait d'échanges pour fédérer aussi. Donc, ouais, je pense que 7 ou 8, c'est pas mal. Après, quand on est 3, je pense que de toute façon, on est alignés et on se lève tous les matins, on sait exactement ce qu'on fait. Et pendant la journée, de toute façon, ça change 3 fois ce qu'on va faire. Donc, c'est peut-être pas la peine de mettre des OKR au début. Je sais pas, mais après, à partir du moment où il y a un peu de monde, ouais, moi, je sais pas, on a commencé, on était, je pense, 7. On a commencé à le mettre en place. Ouais, ça me paraît une bonne taille. Ouais. Mais par contre, ça n'empêche pas avant déjà de discuter de vision, de mission et de valeur d'entreprise. Hein. Ça, c'est important. C'est bien de savoir pourquoi on fait les choses. Tant que personne n'ouvre son micro, je continue à rebondir. Je laisse quand même 2 secondes. Si quelqu'un veut intervenir. Moi, j'ai une question pour Geoffrey, en fait, aussi. Tu dis que tu fais des meetings tous les matins sur les OKR. Ça dure combien de temps, tes meetings du matin? Un quart d'heure en général en moyenne avec toute l'équipe. Okay. En fait, c'est lié aux OKR, mais c'est genre qu'est-ce que tu as fait la veille, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as eu des soucis et comment est-ce qu'on peut t'aider pour que tu réussisses mieux aujourd'hui. En gros, les gens répondent à ces questions, on discute et chacun à tour de rôle. Et puis s'il commence à y avoir des débats, genre tiens, sur ce point-là, il faut qu'on fasse ça, les gens ils se prennent ensuite du temps ensemble après la réunion du matin. Et ça nous permet aussi finalement avec en termes de confinement de quand même se voir tous les jours et d'avoir un moment, voilà, on fait ça à 9h15 parce que certains ne sont pas encore réveillés à 9h et du coup 9h15 c'est bien, c'est historique. Alors je rebondissais du coup sur une autre question qui était, moi j'ai lu, parce que j'ai essayé de préparer ce meet-up, hein, j'ai lu 1 ou 2 articles et j'avais lu notamment un article qui disait du coup on fixe des OKR, on met en place des OKR, les personnes ont des objectifs, par contre on leur laisse la liberté des actions par lesquelles ils arrivent à remplir leurs objectifs. Et du coup, le bon fonctionnement d'un OKR nécessite une culture d'entreprise dans laquelle les salariés sont très libres de ce qu'ils font et de choisir ce qu'ils font et comment ils le font. Et est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que c'est vraiment une clé importante? Ouais, toutes la partie initiative, globalement, c'est la partie marketing, c'est la responsable marketing qui a la liberté de mettre ce qu'elle veut. De mettre les initiatives qu'elle va mettre en place pour atteindre ses objectifs. Et la partie produit, c'est consensuel, décidé à plusieurs. Et après, le but, comme dit, l'initiative doit être within influence. Donc, c'est-à-dire que quand la personne, elle la met, il faut qu'elle soit sûre d'avoir toutes les ressources pour y arriver. Donc, si elle veut dépenser, je sais pas, j'ai une connerie, 10 000 € de marketing, il faut qu'elle me demande l'autorisation de dépenser 10 000 € en acquisition, par exemple. Il faut qu'elle ait les moyens de ses objectifs. Donc, voilà, donc mais une fois qu'elle a la validation, elle décide de tout, et les gens décident en gros des initiatives. Alors certaines peuvent être imposées quand c'est un produit, mais bon, après, comment est-ce qu'on arrive à ce produit, ça fait partie du cycle de développement d'une mise à jour, d'une feature.
Et nous, clairement, alors là, à 100%, vraiment, chacun est libre d'aller se trouver aussi la petite méthode qui va bien et qui pense être utile. Bien entendu, souvent, on s'en parle quand même, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux? Je pensais faire ci, je pensais faire ça. Mais oui, moi, quand on repasse en revue, par exemple, mensuellement ou pendant les 3 mois, fait pas trop de points sur les actions. Les actions, c'est plus, par exemple, dans nos réunions mensuelles autrement ou dans nos points hebdomadaires, dire bon, qu'est-ce qu'on fait là, comment est-ce qu'on pourrait atteindre ça, comment on contacte machin, j'aimerais bien. Ben, voilà. Mais non, on est super libre de comment on le fait. Hein. Voilà. Après, il n'y a rien de fou. Je pense que comme toute entreprise, on fait ça aussi un peu en équipe et comme, avec les moyens de l'entreprise. Hein, mais chacun est libre. Ouais. Je pense que c'est une des clés, hein, vraiment. Ouais. Super. Vas-y, Geoffrey, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux dire, j'étais d'accord avec ce qu'avait dit Emeline. À 100%. On a un bon consensus. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi la foule? Je dis foule parce qu'ils sont très, très nombreux. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Moi, j'ai descendu tout le fil du chat. J'ai défendu mes propres questions. Romain, qui est très bavard, je suis sûr qu'il a encore une question qui lui brûle les lèvres. Ou Mathieu, ou Jules, ou Mélisande, ou Johan. Sentez-vous libre. Non, mais j'ai une question pour les gens. Qui va mettre en place des OKR alors à partir de lundi? Non pas de lundi, si de lundi, parce qu'il faut un peu de temps pour les préparer. Moi, je viens, vu que on dit qu'on peut parler, je parle, hein, forcément. Non, en fait, les OKR, ça fait longtemps que j'ai envie de les mettre et j'arrive jamais vraiment à les mettre, en vrai, pour être sincère. Donc, c'est un truc qui m'agace un peu parce que j'ai lu des bouquins dessus et je vois l'intérêt. Et dès que je rentre dans le concret de OK, comment je fais lundi pour les mettre en place, quoi, vous voyez? Et ben en fait, j'arrive jamais à le pousser. Alors, ça va marcher, on va le faire une fois. Et puis la semaine d'après, ça me saoule. Et puis, il y a d'autres trucs qui seront arrivés. Un truc tout bête, par exemple, et c'est pour ça que je disais comment on arrive à être agile avec tout ça. Moi, il y a une semaine, on avait un plan pour Noël, pour faire des trucs sur notre com de Noël et tout. Et à la fin de la semaine, on s'est dit, bah, attendez les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va se donner 10 jours là, et puis en moins de 10 jours, on va lancer un système d'échange de livres où chacun va pouvoir envoyer un livre à quelqu'un d'autre, vous voyez, parce qu'on a tous des vieux livres qui traînent dans nos bibliothèques, et puis surtout pour les livres d'enfants. Et ben, chaque parent va pouvoir envoyer ses livres d'enfants à un autre parent qui va pouvoir envoyer ses livres d'enfants à un autre parent qui va pouvoir. Et donc ça, en gros, l'idée, c'est, on l'a décidé le jeudi, là, on a bossé dessus cette semaine, ben, lundi prochain, on essaie de le mettre en place. Donc c'est un truc qui est ultra rapide, vous voyez. Et ça, c'est un truc qui va prendre du temps, mais qui a un potentiel fort, mais j'ai aucune idée de ce que ça va faire. Et ça, c'est un… Je suis parti, je ne sais pas trop parler longtemps, mais il y a plusieurs trucs. Un, je ne sais pas comment les mettre en place. Deux, il y a ce truc-là de comment vous gérez ce genre d'initiative qui, en fait, ne rentre pas dans le schéma global de on va faire plus X% de, je sais pas moi, d'abonnés, de CA et de croissance et de tout ce qu'on veut. C'est juste, on essaye de faire des actions parce qu'on a eu l'idée et qu'elle est trop cool, mais que ça va prendre de l'énergie, qu'il y a un potentiel fort, mais que ça va sûrement capoter, qu'il y a de grandes chances que ça capote, et que du coup, il y a plus d'intérêt à ne pas la faire et à gagner des OKR sans la faire que la tenter et du coup, potentiellement foirer ses OKR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'exemple parfait de la pomme d'or. Hein. C'est-à-dire? Bah, tu t'arrêtes sur un truc qui paraît brillant, qui paraît du potentiel, tu vas perdre 2 semaines, 3 semaines de focus, tu vas rater tes actions de Noël. Et avec les OKR, ça, tu n'aurais pas fait. Tu aurais dit pourquoi je fais ça, c'est pas aligné. En fait, je m'en fous de ce truc. Mais justement, moi, ça me gonflerait de ne pas faire ça, en fait. Tu vois, là, il y a pour donner un exemple, hein, en septembre, on s'est dit, on avait déjà une histoire de prévu, on avait du boulot, mais par-dessus la tête, quoi. Et on s'est dit, venez les gars, on va tenter un nouveau truc, on va faire une histoire des paupières avec le Père Noël. Où c'est le Père Noël qui va répondre aux enfants. Parce que putain, ça peut être de la bombe. Et ben, on a fait ça, on n'était pas prêts, on n'avait pas le temps, on l'a fait. Alors que stratégiquement, pour les OKR, c'était une mauvaise idée. Il valait mieux qu'on se concentre sur ce qu'on faisait. Et ben, on l'a fait. Et ben, on a explosé les scores. Et là, on a fait du fois, je ne sais pas combien, en termes de vente, de CA, de nouveaux inscrits, parce qu'on tente des trucs fous aussi. Et moi, c'est un peu ce qui m'embête avec les OKR, c'est que c'est une espèce de ligne et que tous ces côtés un peu fous de trucs et qui font aussi que le métier est cool quand même, parce que sinon, au bout d'un moment, moi, je m'ennuierais. Et ben, j'ai l'impression que ça m'empêche de les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je pense qu'en fait, ça, tu parles d'une action, en fait. Donc, en tout cas, moi, comment je le verrais, c'est une action comme une autre, un peu plus incertaine en termes de résultats et en termes de ROI et tout ça. Mais bien sûr, il faut pas se… Enfin, moi,
je dirais, si on s'arrête de faire des trucs comme ça, autant arrêter ce qu'on fait dans plein de startups, parce que c'est vrai que voilà. Et pour moi, du coup, tu te dis, cette action-là peut ramener du CA, etc. Donc, pour moi, ça correspond, si tu avais un OKR, par exemple, faire rêver les enfants et en faisant, bien entendu, tant de CA, parce que bon, quand même, on est là pour ça, ça pourrait correspondre. Après, je pense que du coup, dans votre stratégie, vous vous dites, on ne va pas toutes les semaines faire une action de ce type-là, mais par exemple, tu pourrais aussi avoir… ça, c'est un autre problème, c'est les pommes d'or. Voilà, ça, c'est peut-être les pommes d'or. Mais il faut peut-être se dire, ou alors, vous, dans votre stratégie d'entreprise, moi, peut-être dans les OKR, tu te dis, nous, on a un de nos piliers, par exemple, le truc, c'est développer des relais de croissance. Et donc, du coup, là-dedans, c'est du relais de croissance pour dans 18 mois, 2 ans, 3 ans. Et donc, là-dedans, on met pas mal de choses qui nous permet quand même de mettre notre créativité en exercice et puis y arriver. Moi, c'est plus une action. Après, bon, ça, c'est à vous aussi de savoir en termes de ressources. Du coup, ça, on savait que cette action-là allait nous rapporter tant. Est-ce que du coup, le truc fou qu'on veut mettre en place va nous empêcher de faire le truc dont on est sûr ou pas? Si c'est une action en plus, moi, je vois. Ça dépend. Je ne le vois pas forcément comme une pomme d'or, comme dit Geoffrey. Oui, mais présenté comme ça, effectivement. Mais si l'objectif, c'est effectivement faire rêver les enfants, ça rentre totalement dans l'objectif. En fait, c'est pour ça que l'objectif est inspirant et que ça permet la liberté. Et il faut quand même se rappeler que Google, c'est quand même le roi des produits foirés, quoi. Ils ont sorti combien de produits, quoi, et ils ont les OKR, et ils ont quand même tenté tout et n'importe quoi. C'est les premiers à avoir mis en place les 20% du temps pour la créativité de chacun, etc., etc. Mais tant que tout restait inscrit dans leur vision initiale qui était on veut structurer toute l'information d'Internet ou architecturer toute l'information. Donc, si ce que les initiatives que faisaient les gens étaient dans cette lignée-là ou dans cette vision-là, en fait, ça marchait. Donc là, finalement, votre idée de Noël, c'est aligné. Mais là, tu touches plus le why profond de ta boîte. Tu n'es plus dans les OKR. Tu es dans le avec le why de ta boîte. Et quand tu as fait ton truc du Père Noël, tu avais quand même la conviction que ça allait ramener du revenu. Tu n'étais pas sûr. Ah oui, oui. Voilà, donc ton objectif, c'est faire rêver les gens. Ton key result, c'est faire ton étant de chiffre d'affaires en plus. Et ton initiative, c'était faire la lettre au Père Noël. Et ton niveau de confidence au début, quand tu l'as commencé, c'était 0,5. Et plus tu le faisais, et plus tu t'es rendu compte que finalement, tu as atteint ton 1 ou ton 0,7. Donc, quelque part, ce que tu as décrit, c'est un vrai OKR. C'est juste que vous ne l'avez pas structuré de cette façon. Non, c'est ce qu'il y a. Tu t'es pas dit à un moment donné, ce serait bien qu'on développe des nouvelles histoires? Si, mais là, c'était en. Alors ça peut être. Non, mais je veux dire ça, mais c'est aussi basique que ça parfois. En tout cas, moi, je le vois comme ça, un objectif. Et aussi, je suis assez contente au final, je crois. Alors, nous, notre méthode maison, il y a plein de difficultés et de problèmes, certes, mais à la limite, j'ai découvert la méthode OKR après coup. Je suis assez contente parce que du coup, ça m'a permis de mettre un truc auquel je croyais et j'avais un peu de feeling. Parce que j'avoue que là, mettre la méthode OKR, même avec le recul de 18 mois sur nos objectifs, ça n'a pas l'air d'être évident. Parce que trouver les choses inspirantes, toutes les semaines, donc c'est pas évident. Donc je pense qu'au début, il faut peut-être le faire aussi sans pression, en se disant, bon, on va essayer un truc, de mettre en place ce qui nous correspond et puis après, de prendre la méthode à la lettre, non? Je sais pas. Et attends, pardon, je me permets juste. Vous êtes foutus parce qu'on est deux. Après, je reprends la parole. Pour avoir été le pendant de Romain chez Physimed, c'est-à-dire qu'avec les objectifs, les OKR comme on veut, moi, ça ne m'a jamais empêché d'être créative et de proposer des choses. Alors, forcément, beaucoup moins what the fuck que chez Epopia, parce qu'on vend une sonde pour éduquer. Mais elle est moins drôle. Mais en tout cas, ça ne nous a jamais empêché de tester des choses et de faire des trucs bizarres, quoi, de temps en temps. Voilà, maintenant je vous laisse. Salut. On vous laisse la parole. Non, c'est cool. Merci pour le complément. Juste savoir, parce que du coup, à l'instant, Evelyne disait tout n'est pas rose. L'un comme l'autre, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à la hauteur de vos attentes? Quel point de difficulté que vous pouvez encore rencontrer aujourd'hui avec ces méthodes-là? Ou est-ce que tout est rose? Moi, je pense que j'ai vraiment pris au pied de la lettre le fait de mettre des objectifs un peu inatteignables. Et du coup l'équipe a l'impression de toujours courir, alors ce qui est bien ou pas bien. Et voilà, donc je pense qu'on va alléger un petit peu les objectifs avec dans le prochain cycle. Donc il y a ça, il y a le fait que finalement le process, j'ai déjà oublié un truc de j'envoie pas mon mail tous les lundis, donc c'est pas bon. Et voilà, donc on pourrait l'appliquer mieux le process encore, même si on essaie de l'appliquer autant que possible. Et comme disait Johan, dans le chat, là, si on n'applique pas, en fait, au bout d'un moment, ça devient juste un truc de plus et une to-do list qu'on va pas suivre. Et la clé, c'est vraiment de mettre de l'énergie
Voilà, et si on le fait, c'est bien parce que ça permet de gagner tout ce qu'on a dit comme avantage. Et sinon, voilà. Et puis, effectivement, quand même surveiller ce côté moonshot où aussi de temps en temps, atteindre l'objectif, ça permet de célébrer tous ensemble. Merci. Les difficultés, donc ça a été, c'est que tout le monde comprenne vraiment bien la raison pour laquelle on fait ça. Donc il y en a, c'est nickel, ça va, c'est bien, et du coup c'est bien suivi. D'autres un peu plus lointains, et en effet, quand c'est un peu plus lointain, parfois ils ont carrément oublié qu'il y avait ça comme objectif à atteindre. Donc du coup, en plus, comme il y a 3 couches et tout chez nous, voilà, c'est pas évident, et il y en a qui oublient de regarder. Donc ça, c'est pas top. Donc il faut souvent quand même, faut pas que ce soit un outil en effet mis au placard. Donc ça, c'est un peu voilà, la difficulté. Difficulté de la redondance, mais ça, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme... Non, je pense quand même que nous, ça a été franchement hyper structurant et ça nous a vraiment beaucoup aidé, quoi. Peut-être que le fait de le faire tous les 6 mois, c'est peut-être un peu long comme cycle. Parce que j'entends là, du coup, je trouve ça pas mal, là, tous les mois, avec des objectifs et tout. Donc ça, je trouve ça, c'est pas mal. Après, ça demande du coup du temps et une bonne structuration aussi de quel objectif on se donne à court terme, parce qu'il faut bien quand même que ce soit lié à une vision quand même à moyen terme, je pense. Tu peux essayer 6 semaines, Emeline. 6 semaines, c'est bien, ouais. Spotify, ils font 6 semaines et 6 mois leurs 2 cycles. Ah ouais, mais ça, je pense que c'est pas mal, tu vois. 6 mois, c'est un peu long. Qu'est-ce qui ne va pas trop non plus Il y a des objectifs, c'est très difficile, franchement, les deux OKR, j'ai mis à mettre quelque chose de chiffré. C'est pas évident. Donc, ça, il faut se creuser un peu le cerveau. Et parfois, peut-être qu'on peut aussi en mettre pas chiffré, mais se mettre d'accord avec les gens de l'idée, en fait, de cet OKR aussi. Parce que pour moi, des devs, ou parfois, c'est pas trop évident, ou d'autres postes comme ça, c'est pas facile. Et puis, j'imagine aussi une difficulté, c'est qu'il y a des postes qui sont plus ou moins inspirants. Enfin, je sais pas, il y a des choses au marketing, au dev. Quand on est dans du développement produit, ça peut être assez inspirant, ces objectifs. Quand on est dans du service client, c'est peut-être un peu moins, enfin, c'est peut-être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus répétitif. Donc, je sais pas, il y a peut-être aussi ça qui est pas facile. Voilà. Rendre le sourire aux utilisateurs pas contents. Ah oui, mais ça, c'est le premier. Transformer un maximum de haters all over. Là, tu parlais juste de la difficulté, notamment sur les chiffres pour les codeurs. Comment tu mets des chiffres pour tes codeurs, Geoffrey? C'est des fonctionnalités en fait à coder. Et du coup, il faut que la version, que le code, que la fonctionnalité soit codée techniquement dans les temps. Parce que mesurer des lignes de code par minute, ça se fait plus trop. Éventuellement, la robustesse du code, mais bon, ça, c'est plus une métrique globale à surveiller de façon générale dans l'entreprise. Mais sinon, ouais, c'est le codeur, c'est réussir sa fonctionnalité comme il faut. Et puis, ça peut être dans les petits détails qu'il va rajouter une petite animation là où il faut. Voilà. Donc, effectivement, tu es comme Emeline, tu n'es pas forcément un objectif chiffré pour le coup. Non, c'est par exemple sortir une fonctionnalité dans les temps. Enfin, du coup, le chiffre, c'est la date, quelque part. Plutôt que du X sales ou du X truc. Voilà. Ou ça va être dans le key result de ce qu'il a codé, ça va faire tant et tant de trucs en plus derrière. Donc, si il a bien codé, c'est que derrière, c'est le résultat. Ça peut aussi être des trucs, j'y pense, des trucs complètement. Nous, par exemple, il y a une personne technique qui a un de ses objectifs, c'est faire de la veille. Alors, on a essayé de définir tant de temps passé et tout, mais ça lui permet en fait de savoir qu'elle a, entre guillemets, le droit, ou en tout cas que c'est dans les objectifs de la société qu'elle soit incollable sur la techno qu'on utilise parce que c'est un de nos cœurs de métier. Voilà, donc ça, c'est pas vraiment mesurable, mais c'est un de ses objectifs parce qu'il faut absolument qu'elle le fasse. Voilà. Cool, ok, merci. S'il n'y a plus de questions, et comme il y a plein de gens qui sont en train de nous dire au revoir parce qu'on a dépassé leur heure, mais qui ont bien kiffé, hein. À chaque fois ils l'ont dit. Merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, juste pour finir? Non. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fait de mettre en place les OKR. Vous avez le mail de Rémi ou le mien certainement aussi. N'hésitez pas à écrire un mail au-dessus d'Emeline. On sera. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu. Là, il y a un tableau Velleda avec des post-it derrière toi. Et je me demandais si c'était un élément que tu utilisais avec tes OKR. Non, celui-là, c'est pas les OKR. Ça, c'est une
une réflexion sur une fonctionnalité qu'on va sortir, sur la structuration d'informations. En avant-première pour ceux qui arrivent à zoomer sur leur écran. Vous n'arriverez pas à lire mon écriture. J'écris trop mal. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à tous les gens qui ont posé plein de questions et qui ont participé aussi. Merci pour les témoignages aussi à Marie, pour son témoignage. Voilà, merci, c'était vraiment cool. Je vous rappelle que tout cela était enregistré, donc vous pourrez le regarder au ralenti. On a aussi utilisé pas mal de noms barbares, notamment la présentation de Geoffrey. On n'a pas pris trop le temps de s'arrêter sur ce qu'était un MRR et ce qu'était un break-even. Mais bon, vous trouverez tout ça en ligne en regardant l'enregistrement au ralenti. C'est cool. Promis, la prochaine fois, on fera plus gaffe. Mais bon, je crois que là, le niveau du public était assez élevé parce que personne n'a râlé en posant la question, donc c'est cool. Bah, souvenez-vous qu'il y avait plein d'événements que j'ai présentés en intro et que je sais plus ce que c'est, mais il y en a plein, notamment avant qu'on se quitte. Ouf, je remets le partage, hein, comme ça je suis bon. Et je le vais dans l'autre sens. N'oubliez pas qu'il y a le 3 décembre le webinaire sur les 20 premiers conseils pour lancer votre projet. Je crois que c'est ce qui est arrivé le plus vite. Et ensuite, vous pourrez retrouver tout sur le site de frenchtechstrasbourg.com. Merci à tous pour votre participation. Et puis, naturellement, comme d'habitude, on va couper l'enregistrement, mais après, le micro reste ouvert si les gens veulent se causer encore un petit peu. N'hésitez pas. On ne va pas forcément fermer la session tout de suite, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui la maîtrise. Mais en tout cas, merci à tous. Merci Geoffrey, merci Emeline, merci tout le monde. Bye. Merci bien. À bientôt. Ciao. Et c'est coupé.